Et dans la deuxième partie de cette émission, on accueille Sébastien et Jean-Louis. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Amélie. Alors on sait que quand on vous voit Jean-Louis, c'est qu'on va parler de livres, puisque Sébastien est écrivain, auteur. Vous faites des romans essentiellement, des polars plus précisément. Vous êtes venu pour parler de Meurtre au champagne, c'est le dernier, mais il y en a 9 avant celui-ci. Exactement, oui. Concrètement, comment vous en êtes venu à écrire des livres ? Alors ça, c'est la grande question, celle qui revient souvent. En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, mais ça a commencé, je crois que le stylo a commencé à me titiller aux alentours de 12-13 ans. Ah oui. J'écrivais déjà des petites nouvelles. Je me souviens, chez ma tante, en vacances, elle avait une petite machine à écrire avec traitement de texte déjà à l'époque. Et c'est là-dessus que j'ai écrit ces premiers petits textes, ça m'amusait. Bon, ça faisait 1 ou 2 pages, hein, c'était pas grand-chose. Après, j'ai écrit des nouvelles, des poèmes, des choses comme ça. Et c'est plutôt depuis 2010-2015 que je me suis mis à l'écriture des romans. Mais il y avait eu des études plus littéraires que mathématiques, si j'ose Oui, dire, ou scientifiques. oui, clairement. Ça a pu aider donc. Oui, un bac littéraire et puis ensuite communication, sciences du langage à la Sorbonne. Et vous êtes plutôt prosateur ou plutôt poète, enfin versificateur, si je veux dire. Je suis les deux en fait. J'aime bien manier ces deux casquettes, mais quand même essentiellement le roman. Et le roman à suspense en particulier. Oui, apparemment, c'est votre spécialité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec de l'humour, hein, je vois roman en 1300 alexandrin, Oui. vers, point de suspension, tige, enfin, Voilà. c'est aussi un peu votre marque de fabrique, ça, j'ai l'impression. Oui, hein. oui, un peu d'humour. Alors, vous êtes à la fois auto-édité et au catalogue de plusieurs maisons d'édition, si je me suis bien renseigné. Absolument, c'est tout à fait Google est là ça. pour ça. Ouais, je suis un auteur qu'on appelle un auteur hybride aujourd'hui, Oui. un pied de chaque côté de ces deux facettes de l'édition. L'édition traditionnelle, j'ai été chez des petits éditeurs, Édition Douin par exemple. Je suis actuellement au catalogue d'une petite maison d'édition qui s'appelle Redactive. Et puis une prochaine Beta Publisher, donc c'est les petites maisons. Et je suis passé aussi chez Michel Lafon, Ah oui, quand même. qui m'avait repéré suite au succès d'Un frère de trop en auto-édition. Mais voilà, essentiellement auto-édité. Et question complètement indiscrète, est-ce que vos tirages vous permettent de vivre de votre plume? Alors ça, c'est également une super question parce que oui, j'ai la chance depuis 2 ans et demi Ah bon? de vivre de ma plume, et ce, grâce notamment à l'auto-édition, clairement. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Il faut, pour en vivre dans l'édition traditionnelle, il faut déjà faire des tirages très conséquents. Enfin, on va pas demander les chiffres, sinon Non. le fisc sera trop content. Voilà. Donc, on va y éviter. Et c'est français, ou vous envisagez, ou quelqu'un envisage pour vous des traductions en anglais, que sais-je? J'ai déjà des traductions en anglais sur 2 ou 3 romans. J'en ai un et en allemand également. J'en ai en cours en italien, en espagnol. Voilà, mais tout ça, c'est moi qui travaille à faire ce genre de traduction, D'accord, puisque en tant qu'auto-éditeur, c'est une petite entreprise, quoi. Donc voilà. Bon, ça ne gâche pas le plaisir de l'écriture, ça doit occuper aussi. Ah oui. Bon. Ouais. On va revenir au bouquin, peut-être. Allez, peut-être. Est-ce qu'il faut que je fasse un pitch? Allez, mini, je mets encore un une fois, mini, c'est hein, un parce que, polar, alors on ne oui. dévoile pas tout. Donc, c'est un cadavre qui est découvert dans une cuve de fermentation au cœur d'une grande maison de champagne d'Épernay. Je n'en dis pas plus, parce que sinon, c'est plus la peine d'acheter le bouquin. Mais on peut quand même poser quelques questions à Sébastien, je pense. Hein. Alors, c'est l'histoire... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, hein, on peut le dire. Hein, et on se fait prendre jusqu'à la fin, il y a 380 pages. Quand même, hein. Bon. Donc, l'histoire décrit un présent assez agité au cœur du Champagne, en fait, d'une maison de champagne. Vous êtes spécialiste ou fan de champagne depuis toujours? Vous avez fait des recherches sur l'élaboration de ce produit Alors, Parce déjà, qu'on sent vraiment... moi, j'ai fait quelques abécédaires sur le champagne Ouais. dans une autre vie. J'ai trouvé que vous étiez vraiment très, très renseigné. Bien, hein. en fait, à la base, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi, dans la D'accord. marmite à champagne. Je suis champenois de naissance, Oui, vous je suis êtes né à Bar-sur-Aube, Bar-sur-Aube, oui. et je suis petit-fils de viticulteur. Donc D'accord. voilà, j'ai mon père qui avait des vignes dans un des 2 petits villages de Haute-Marne, à avoir l'appellation Champagne. Donc voilà, toute cette partie travail de la vigne, tout ça, je connais. Le champagne, je le bois assez facilement, donc je connais aussi. Mais après, On vous évidemment, pardonne. Vous j'ai êtes fait pas seul. beaucoup de recherches, Oui. également beaucoup de travail de c'est recherche pour C'est vraiment ce très livre-là, précis. notamment et- historique. Et vous avez pu rentrer dans une maison de champagne qui... Ouais. on va pas faire de pub, mais... Oui, enfin, une bien grande sûr. maison, quoi, je veux Oui, dire. bien sûr. Oui. Je suis allé à Épernay, à Reims. J'ai également visité les Crayères. Voilà, il a fallu D'accord. que je Donc, m'imprègne complètement de... C'est l'histoire qui décrit le présent, et c'est vrai que vous rendez hommage finalement
y a un monsieur, lui, qui taille les vignes. Hein. Il y en a un autre qui est œnologue. On a même un jeune Polonais, si je ne m'abuse, qui vient pour travailler. Ouais. On ne révèle pas son rôle non plus à lui. Donc l'histoire plonge aussi, et je trouve que c'est ce qui est assez magique, dans le passé, pour éclairer le présent finalement. Alors j'ai l'impression quand même que vos lecteurs, à n'en pas douter, vont découvrir que le négoce a connu de beaux jours sous l'occupation allemande quand même. Ça, c'est... Ouais, c'est un épisode qui m'a vraiment intéressé. Je voulais vraiment situer une partie de mon intrigue durant cette période de l'occupation, parce que c'était vraiment très intéressant ce qui s'est passé au moment de l'exode ensuite. Il y avait des pillages, il y avait au moment de la fuite, et au final, les Allemands ont installé un Weinführer. C'était le titre, en fait, et donc son nom, je mets en fait dans l'ouvrage, c'est Otto von Klebisch, qui était chargé de faire le lien entre les producteurs de champagne et les viticulteurs et l'armée allemande, le client principal qui était le Reich allemand, parce que ça faisait partie d'ailleurs de ce que devaient payer les Français. Vous citez un chiffre à un moment d'augmentation des affaires, si j'ose dire. Ouais. C'est absolument fabuleux. Ah oui, il y a des maisons qui ont bien profité de ça, mais c'est de façon tout à fait légale, finalement. Légal, enfin, voilà, oui. C'était du négoce, c'était purement commercial. Il y a ceux qui profitent. Et cet Allemand, le Weinführer, c'est son nom vraiment. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Voilà, j'ai voulu ancrer mon intrigue à suspense dans la grande histoire avec des personnages réels. C'est Otto von Klebisch qui était beau-frère de Ribbentrop d'ailleurs. Monsieur de Vogüé aussi, qui était un des dirigeants quand même du Champagne. Oui, tout à fait. Monsieur de Vogüé, puis Doyard aussi qui était pour la partie vigne. Et également le préfet de la Marne, à l'époque, René Bousquet. Monsieur Bousquet, voilà. Bon, vous ne le citez pas trop quand même, ça va. Non, et puis à l'époque, ça allait encore. Et petite indiscrétion, cette boîte de nuit à Reims, c'était vraiment un truc, ça existait aussi, ça je ne connaissais pas du tout. Oui, absolument. Un lupanar de luxe. Un lupanar, un bordel qui était très fréquenté par les gens de la haute et par les Allemands en premier. Et ils y buvaient beaucoup de champagne. Oui. Ils s'y consommaient plus de champagne dans ce bordel que dans tous les cafés, restaurants de Reims. Ça vous le dites aussi. C'est intéressant. Alors, les personnages, c'est vraiment bien typé. Je trouve qu'ils sont crédibles. C'est un peu façon saga, quoi. On va dire qu'il y a la méchante quand même, c'est typé. Mais c'est une volonté d'avoir une pointe de gentil, une pointe de méchant, ou quand vous construisez et que vous travaillez sur ces personnages. Oui, toujours pour que les lecteurs soient intéressés. Voilà, dans les romans à suspense, il faut qu'il y ait vraiment un peu toutes les typologies de personnages, bien sûr. Et puis, il y a aussi ceux que l'on pense être des bons, qui parfois s'avèrent des méchants, et ainsi de suite. Et l'inverse est tout à fait vrai. C'est au lecteur de découvrir ça. Voilà, oui. Et j'essaye toujours de mettre un petit peu tout le monde. Et de la même façon, j'essaie d'aborder toutes les facettes du champagne, de la vigne. Il y a les petites mains, il y a les grands producteurs, il y a les riches, il y a les pauvres, etc. Et tout ça forme un brillant puzzle. Tout à fait. Mais pas pour exploser aux quatre coins de Paris, comme dans certains films, façon puzzle. Et ça s'assemble petit à petit, morceau par morceau, brique après brique, jusqu'à la résolution finale. Mais on ne peut pas la cacher, on ne peut pas la révéler. Ce qui est un peu déroutant, c'est que c'est une enquête puisqu'on a un meurtre au début, mais qu'effectivement, en fait, il n'y a pas d'enquête. Jusqu'au bout, voilà, on découvre les personnages au fur et à mesure. C'est l'enjeu pour vous. C'est pas forcément, on ne suit pas un inspecteur. Oui, et c'est le propre même de mes écrits, en fait. Je fais souvent plus des romans à suspense que des polars proprement dit. Il n'y a pas forcément de flics, ou alors mes enquêteurs vont être des privés, comme dans d'autres romans. Ça peut être un écrivain, ça peut être un journaliste, mais c'est assez rare que ce soit des policiers. Là, en fait, le véritable enquêteur, c'est le lecteur, puisque je démarre le prologue par une scène, et dès le premier chapitre, je repars un an en arrière, et je vais dérouler en fait tout ce qui s'est passé durant cette année. Et pendant cette année-là, dans tout ce que je vais décrire, c'est le lecteur qui va se dire, alors, c'est peut-être un tel qui a fait le coup, ou un tel, ça peut être en fait, tous les personnages peuvent être suspects, et tous les personnages peuvent se retrouver à un moment donné dans la cuve. Il est habile, le bougre, pour fausser les pistes. Oui, justement, voilà, finalement, l'enjeu, c'est de le lire et d'essayer de deviner qui est la victime et qui est le coupable. Absolument.
Merci beaucoup Sébastien de nous avoir présenté ce livre. Évidemment, il y en a plein d'autres, donc voilà, il faut aller piocher dans votre bibliographie. Merci Jean-Louis d'avoir participé à cette émission comme d'habitude. C'était un plaisir de recevoir Sébastien et de te voir. Voilà. Merci à tous les deux, à bientôt pour un prochain roman, j'imagine. Ça continue. Merci à tous les deux et on se retrouve nous évidemment après les vacances de Noël. Passez de très bonnes fêtes et prenez soin de vous. On se retrouve en janvier. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.